Et comme chaque dimanche sur Radio J, on a rendez-vous avec Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien et écrivain. Bonjour Vladimir. Quel plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Et votre dernier livre, Dialogue d'outre-tombe, Staline-Poutine, est paru aux éditions Ballant. On a commencé à en parler lors du dernier épisode. On a commencé à parler du rôle des Juifs en Russie par rapport à la Révolution. Vous nous aviez expliqué précisément qu'ils étaient mis de côté. Et le fait d'être mis de côté, bien évidemment, ça a créé chez eux la volonté de s'émanciper. Et s'émanciper, ça passait pour eux par une révolution. Par une révolution. Et je dois vous dire, je tiens à dire en préalable, quand je réfléchis sur la vraie histoire du XXe siècle, c'était marqué par les 3 immigrations juives. Et c'est les immigrations juives qu'il faut raconter, je vous raconte ça en primeur, mais sinon il faut raconter ça d'une manière approfondie, parce que ça a changé le destin du XXe siècle. La première immigration, c'est l'immigration vers les États-Unis. Vous connaissez au début l'antisémitisme, après ils sont devenus vraiment une composante essentielle de la société américaine, avec leur contribution à l'économie, à la culture, tout ce qu'on connaît maintenant. Deuxième immigration, c'est une immigration vers la Palestine, mais c'était nettement moins nombreux. Et troisième immigration, c'est une immigration des lieux où ils ont été assignés pendant la période de Tsar vers le centre de la Russie. Ça, on n'en parle pas assez. Et pourquoi ça s'est passé? Parce qu'il y avait une grande réussite, c'est une immigration. Moi, je me souviens des conversations pour vous dire que je connaissais, j'ai beaucoup d'amis, notamment à l'époque à Leningrad. Et à Leningrad, il y avait des médecins, des grands artistes, etc. Et leurs parents, il y avait leurs neveux, ou je ne sais pas, leurs cousins, qui ont été aux États-Unis. Et j'ai parlé avec eux, est-ce que vous êtes intéressés par leur destin, etc. Ils me disaient, mais ça n'a rien à voir, nous avons réussi ça beaucoup mieux. Il y avait un sentiment de la réussite, c'est une migration massive. Ils ont quitté tout de suite les régions limitrophes, vous savez, le partage de la Pologne. Là-bas, ils ont basculé complètement vers le centre de la Russie, où ils sont devenus les dirigeants absolument emblématiques de tous les partis révolutionnaires. Quand je parle, il y a les gens, vous ne connaissez pas, les partis révolutionnaires qui étaient nettement plus nombreux que les bolcheviks. C'est carrément les Juifs. Il y avait même un personnage, il s'appelait Evno Azev. C'est un des personnages les plus agents, le plus emblématique des agents secrets doubles du XXe siècle. Il a dirigé l'organisation la plus dangereuse de l'histoire de la Russie de combat révolutionnaire armé. Qu'est-ce qui les motivait précisément à s'engager comme ça en faveur de la révolution pour abattre le régime tsariste? Est-ce que ça s'explique uniquement par l'antisémitisme ou pas? Ça s'explique en partie par l'antisémitisme. Mais vous comprenez, mon ami Gorfinkel me répète toujours « Jewish News ». Ça veut dire que les Juifs ont été portés sur la littérature, sur l'étude, etc. Et ils ont beaucoup étudié intellectuellement. Ils ont été intellectuellement conquis par la théorie de Marx. Ils ont vous savez, pourquoi? Qu'est-ce qui les a conquis? Parce qu'ils pensaient que l'évolution du monde est inévitable, qu'il y avait en eux quelque chose qui nous rattrape aujourd'hui, parce qu'il y avait cet esprit universaliste. Tout d'abord, il les poussait vers une sorte de mondialisme avant l'heure. La révolution doit être mondiale pour établir l'égalité entre les hommes, entre l'homme et la femme, entre les différents peuples, mais aussi l'égalité nationale. Ça, c'est les choses qui étaient essentielles. C'est-à-dire il faut en finir avec les pogroms qui étaient le plus souvent dans le sud de la Russie, en Ukraine, etc. Tout ça, c'est les choses comme ça.
Et évidemment, ils ont été absolument très, très nombreux. Et d'ailleurs, on se souvient très bien, hein, parce qu'on l'a oublié après, avec les lois antisémites qui n'ont pas épargné malheureusement le régime soviétique. On se souvient assez peu, en revanche, qu'au début de la Révolution, et quand Lénine arrive au pouvoir, il dénonce l'antisémitisme. Ma chère, vous savez, les Juifs n'oublient jamais ça. C'est 1918, la guerre civile, les Blancs sont près de Moscou. Il arrive à Saint-Pétersbourg, à Petrograd à l'époque. À l'époque, qu'est-ce qu'il fait, Lénine? Il réunit le conseil de commissaires des peuples. Il y a un décret, quand j'ai préparé nos chroniques, j'ai relu ce décret, c'est d'une modernité qu'il faut que la France aujourd'hui le lise. Il dénonce point par point l'antisémitisme là-bas. Il a dit c'est une honte pour tous les révolutionnaires, etc., etc. Mais vous savez que autour de Lénine, ses collaborateurs premiers ont été tous d'origine juive. Kamenev, Zinoviev, vous savez, c'est les pseudonymes. Trotsky, tout le monde le sait. Bronstein, il y avait une discussion, encore une fois, quand j'ai préparé la chronique, une discussion entre Lénine. Lénine, il revient de la démocratie. Trotsky, il a joué un rôle assez essentiel dans les soviets de Petrograd. Il était dirigeant des soviets de Petrograd. Et Lénine lui a dit, écoute, tu sais, tu dois diriger le commissaire de peuple, je reste intellectuellement avec toi, etc. Non, Trotsky, qui comprenait vous savez, Lénine, c'était un grand stratège, disons, dans le domaine de politique, unique même presque au XXe siècle. Et Trotsky, il a dit non, c'est toi vous voyez, vous qui devez diriger. Lénine, alors, il dit, alors tu seras mon premier adjoint et tu seras le commissaire aux affaires intérieures. Et Trotsky a dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis juif. Il a dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenu presque... Nous, pour les bolcheviks, c'est une honte même de penser que le juif ne peut pas... Il sera de penser. Mais ça, justement, il y a cette bascule, hein, parce qu'effectivement, cette volonté des juifs d'intégrer à plein la société russe, mais qui va faire aussi, on en reparlera avec vous, qui va faire aussi s'éteindre ou contribuer à l'extinction d'une culture yiddish en URSS, évidemment. Mais là, on en est tout au début. On est tout au début, et là, il y a un basculement. L'exemple de Trotsky, peut-être, c'est l'exemple le plus significatif. Mais aussi Kamenev, Zinoviev. On en est tout au début parce que souvent, on voit l'histoire, en fait, là où on en est aujourd'hui, mais pour eux qui ont vu les pogroms, etc., c'est très bien que c'est très bien que quelqu'un leur dise mais non, t'es pas juif, t'es russe. Pour eux, c'est pas même ça. C'est pour eux, russes, juifs, géorgiens, arméniens, c'est la même chose. Il n'y a pas de race. On est révolutionnaire, on est pour la révolution mondiale, on est tous égaux et on ne peut pas faire ça autrement. Mais bref, Trotsky sera nommé quand même commissaire au début, ministre des Affaires étrangères, commissaire aux Affaires étrangères, et après il sera créateur de l'Armée rouge, s'il vous plaît, c'est un personnage. Vous savez, très je vais important, vous dire, c'est le hasard que les héritiers de Lénine. Bref, c'est une histoire qui me passionne. Et je vous raconte ça avec plaisir, et je raconte ça dans le dernier d'ailleurs livre. Dialogue d'outre-tombe, Staline, Poutine aux éditions Balland. Merci Vladimir.